j'ai rien. Voilà, bonjour, il est 12h31, une minute de plus. Sur le timing, on salue donc tous nos téléspectateurs de Basse-Terre, de Marie-Galante, du Moule aussi, le Petit Canal, bon, des 7, encore expliqué quoi avec nous. Et aujourd'hui, on n'est pas très visible en France, mais on espère que dans les jours qui viennent, on va être de nouveau, puisque Free sur Canal ne fonctionne pas aujourd'hui, mais ça qui est rangé en toute façon. Bien évidemment, nous sommes le début de la semaine, on va passer une semaine ensemble avec Mendy que je salue, et tout de suite je vous annonce qu'aujourd'hui on sera un peu spécial radio puisqu'on doit recevoir deux personnalités de la radio, le président de la fédération des radios associatives, je vais parler de Rudy Corneli, notre ami, et aussi comme vous le savez, c'est le directeur de RHT, la radio qui nous capte en direct chaque jour depuis bien des mois, et plus tard nous allons recevoir Philippe Vidal qui lui est président de la fédération des radios privées. Cette semaine, on aura l'occasion de recevoir d'autres responsables de radio, puisque demain, nous devrions recevoir M. Loïc Eligard de Saphir FM, et jeudi, mercredi probablement, M. Rangassami, Jean-Philippe Rangassami de RSA. Il faut bien de temps en temps savoir ce qui se passe dans ces petites radios, comme on dit. Il n'y a pas un meilleur que les petites radios, mais enfin, ce sont des radios. Voilà, je salue Mendy, et Mendy va nous faire tout de suite le lancement des titres. Merci Danick et bonjour à tous. Nous sommes donc le lundi 9 octobre et voyons ce qui fait l'actualité. De 50 continue sur sa lancée de faire pour neuf. Parce que vous savez que actuellement, là où... Voilà, donc on va tout de suite démarrer avec les titres donc, de ce lundi 9 octobre. Nous démarrons avec l'interview des députés, notamment Madame Vainqueur, qui, après avoir rencontré le préfet sur la question des contrats aidés, nous fera un point. Vont-ils être supprimés ou encore diminués? Nous aurons tout à l'heure ses impressions dans ce journal. Nous parlerons également donc de la colère des taxis. Le collectif des taxis de Guadeloupe s'est réuni donc ce matin pour une conférence de presse pour parler de la saison des croisières, qui, vous le savez, constitue un enjeu important pour l'économie guadeloupéenne. Nous en parlerons avec eux. Nous terminerons avec cette action de solidarité, une vente aux enchères au Créole West Indies de Saint-François. Des musiciens ont constitué une scène exceptionnelle avec du jazz et une soirée qui s'est donc clôturée par une vente aux enchères. Et sans plus tarder, on démarre avec Madame Vainqueur, je vous le disais, qui est donc députée et qui a rencontré le préfet de la Guadeloupe. Il s'interroge sur la question des contrats aidés. Vont-ils être supprimés ou encore diminués? On l'écoute donc au micro tout de suite de Monsieur Anani. Nous voulons faire respecter, j'ai envie de dire, ce qu'a dit la ministre. Et elle a dit très clairement que les contrats aidés seront en Guadeloupe, tout comme en Martinique, maintenus au niveau du nombre, à l'identique, même nombre que 2016, même quota 2017-2018. Elle a même été jusqu'à 2018. Nous demandons qu'effectivement cette parole-là soit respectée. La deuxième chose, c'est que les contrats aidés participent véritablement à la paix sociale, à la cohésion sociale. Que nous avons des associations qui ne pourront pas, et on sait quel est le rôle des associations ici, notamment des associations d'intérêt public, qui ne pourront pas continuer le travail véritable qu'ils ont. Je parle du Secours catholique, je parle également d'autres associations de ce type. Comment voulez-vous que nous puissions continuer à avoir un département qui fonctionne correctement? Donc, je ne parle pas des collectivités qui, dans le cadre de leur mission véritable, notamment la restauration scolaire et également le périscolaire, ont du mal à répondre à ces engagements. J'ai entendu le maire Thierry Abelli dire très clairement que s'il n'y a pas une réponse donnée à la fin de ce mois-ci, il va fermer la restauration scolaire. Et on peut le comprendre. Les communes sont toutes en difficulté parce qu'elles n'arrivent pas déjà à gérer leur charge de fonctionnement. Si en plus aujourd'hui, elles n'ont pas ce concours qui leur est donné à travers les contrats aidés, ce sera véritablement pour le territoire, et je parle en particulier du Sud-Basse-Terre, où nous avons d'autres difficultés, ce sera véritablement une grande faillite. Donc je demande à l'État de respecter ces engagements pris sur l'outre-mer en disant que nous étions une priorité et que les contrats aidés seraient sanctuarisés dans l'outre-mer.
de dire également que ces contrats aidés, même si effectivement ce n'est pas la panacée, on sait que ça ne règle pas totalement le problème du chômage, mais ils sont essentiels parce que ça permet quelquefois à quelqu'un qui n'a jamais de sa vie travaillé d'avoir effectivement d'être dans un milieu de travail. Et ça, c'est vraiment particulier et important pour se construire. Donc je pense que c'est important que nous puissions continuer dans le cadre de ces contrats aidés à utiliser ce dispositif qui est essentiel dans le cadre de l'insertion de nos jeunes. Beaucoup de sortants de prison sont réinsérés à travers ces contrats aidés. Donc je ne vais pas véritablement détailler toute l'importance de ces contrats aidés, mais ça montre bien que dans toutes les composantes de la vie guadeloupéenne, nous avons besoin de ces contrats aidés pour permettre que nous puissions continuer à fonctionner correctement. Voilà, je vous l'ai dit, cette semaine, dans le TTCL, nous allons recevoir des responsables de radio libres, privées et de radio libre associative. On commence aujourd'hui avec M. Philippe Vidal. Philippe Vidal, qui est le président de la Fédération des radios privées de la Guadeloupe. Philippe Vidal, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes aussi le directeur de Zouk News. Zouk News, une radio qu'on écoute sur la bande FM et qui diffuse aussi de la très bonne musique, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment votre radio a passé le cyclone? Parce que je pose la question, on fait un petit peu le bilan, puisqu'on a parlé de tout, sauf des médias ou radio. Alors, tout d'abord, bonjour aux auditeurs de Canal 10. Merci de m'avoir invité et de me recevoir ici sur vos antennes. Comment nous avons passé Maria? Alors Maria, nous avons été au cœur du dispositif de prévention de la préfecture, il faut le dire. D'abord pour Irma, ensuite pour José, et puis Maria qui nous a frôlé de très près, pour ne pas dire d'assez près. Donc les radios ont passé comme elles ont pu. Cet épisode qui, vous pouvez le penser, est très angoissante pour nous, dans la mesure où tout ce qui est aérien, évidemment, a été, vous l'avez vu, un petit peu sur Jarry et partout, tout ce qui était en hauteur a beaucoup souffert. Ouais. Donc les radios, de toutes les façons, celles qui ont pu passer ce cyclone et qui essayent de se remettre debout aujourd'hui, ont quelques soucis que je voudrais revenir sur le fond du problème pour pouvoir vous l'expliquer. Oui, tout à fait, effectivement, parce que tout à l'heure on entendra M. Corneli pour une autre fédération, celle des radios associatives, mais du côté des radios privées, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que... il faut le dire, on pose la question économiquement, les radios privées se portent bien en Guadeloupe? En fait, je ne pensais pas devoir aborder cette question-là aujourd'hui, mais bon, si on doit l'aborder, les radios privées... On abordera d'autres, mais il faut quand même... Les radios privées se portent comme elles peuvent. Le marché, vous le savez, vous ne l'ignorez pas, est très concurrentiel. Il est extrêmement, je dirais, porteur pour certains, pour des grands groupes, et pas pour d'autres. Et donc, nous sommes un peu, quelquefois, après Maria notamment, nous pouvons être affaiblis puisque nous manquons de moyens pour pouvoir assurer la diffusion comme il faut. Aujourd'hui, par exemple, ou hier, nous devions nous rendre à Petit Canal pour Mansoso, que je salue au passage. Et donc, notre groupe électrogène est tombé en panne parce que depuis 18 jours, depuis le 18 septembre, il tourne. Et bien, hier, on a été préoccupé par autre chose. On n'a pas pu couvrir la manifestation. Oui. Donc, voici, si vous voulez, un exemple type. Oui. Et on est reparti à 11h30 hier. Aujourd'hui. Alors, quels sont les problèmes aujourd'hui des radios privées dont vous êtes le président de fédération? Alors, moi, la problématique est la même pour tout le monde. Alors, je salue d'abord au passage M. Rudy Corneli, qui a cru bien faire monter une fédération des radios associatives. Mais associatives ou commerciales, la problématique est la même pour tout le monde. Au niveau de l'aérien, des transports de signaux, la problématique est la même pour tout le monde. Au niveau de la mise à disposition d'un site conforme au minimum requis pour pouvoir prétendre diffuser et notamment des messages de secours quand il le faut, la problématique, elle est la même pour tout le monde. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire sur les radios privées, elles ne sont pas subventionnées, oui, ni d'un côté ni de l'autre, et elles doivent se débrouiller d'elles-mêmes.
Et quand nous sommes asséchés par des pannes de courant ou par la lenteur de mise en place de la réalimentation des sites de diffusion, eh bien, nous souffrons encore plus. Je voudrais signaler au passage que nous avons posté sur Facebook plusieurs types de messages qui ont été vus, qui ont été su. Donc, personne n'ignore la problématique qui se passe, puisque le pylône de TDF, c'est pas lui notre diffusion, mais il s'est planté comme tout le monde. Les radios associatives, pour la plupart d'entre eux, ont eu des problèmes d'aérien aussi. Et donc aujourd'hui, il n'y a que 2 radios, mais je veux laisser le soin à M. Corneli de parler des radios associatives, que je salue au passage. Mais je sais qu'il y a 2 radios associatives aujourd'hui qui n'ont pas pu reprendre le cours de leur diffusion, alors que les radios commerciales, tant bien que mal, ont pu régler le problème jusqu'à ce jour, sauf que ça soit pour associative ou celle de RFO, de Guadeloupe Première ou de l'autre groupe que je ne veux pas citer, toutes les radios qui sont dans les pôles de diffusion aujourd'hui souffrent du même problème. C'est-à-dire que si EDF ne met pas en ligne rapidement un poste de secours, eh bien, personne ne pourra être entendu. Oui. Et à partir de ce moment-là, ne serait-ce que Canal 10 non plus. Oui. La TNT a du mal aussi en ce moment. Non, mais la problématique aujourd'hui, c'est qu'il faut que EDF reprenne le relais. Oui. Puisqu'un groupe électrogène n'est pas fait pour tourner autant de temps. Donc, nous sommes dotés d'un groupe électrogène qui a tourné, qu'il faut alimenter. Oui. Eh bien, il est alimenté, mais aujourd'hui, il y a l'entretien à faire. Oui. Et l'entretien ne peut pas se faire si EDF lui-même ne prend pas le relais. Oui. Et il faut absolument... Et quand dit EDF, quand vous les interpellez? Eh bien, écoutez, la dernière discussion que j'ai eue avec un responsable d'exploitation de EDF, il m'a été dit de voir avec le COD. Alors, le COD, c'est un dispositif qui a été mis en place avec la préfecture, mais qui est clos. Qui n'existe plus. À ce jour, il est clos. Le préfet l'a fermé. Oui. Donc aujourd'hui, il appartient à EDF de prendre ses responsabilités, parce que si nous devons être producteurs d'électricité, il faut qu'on nous le dise. À ce moment-là, il faut qu'on jouisse de toutes les prérogatives de producteurs d'électricité. Oui. Vous allez dire que l'ouragan a compliqué encore ce qui existait, l'existant? Eh bien, vous le savez bien, il l'a compliqué pour tout le monde, mais nous, aujourd'hui, on a été discret parce qu'on est, comme vous le savez, dans le dispositif de diffusion de l'information préfectorale, donc nous l'avons fait bien avant, pendant et après. Oui. Mais aujourd'hui, doté des moyens que nous avons, il faut absolument que les services de l'État prennent un peu le taureau par les cornes et puis donnent une priorité à EDF qui peine un peu à mettre... alors, si le COD n'existe plus, il vous reste comme interlocuteur la préfecture, au moins les services de l'État, comme vous dites. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, il est prévu l'ensemble des radios à y voir son représentant de l'État pour poser la problématique? Nous avons pour le moment privilégié la discussion. Oui. La discussion et la recherche d'une solution négociée avec les moyens que chaque personne peut avoir à sa disposition. Oui. Nous ne comprenons pas aujourd'hui le silence de EDF qui ne dit rien. Oui. Qui ne dit rien parce qu'aujourd'hui, il faut... Imaginez qu'il y a un tremblement de terre aujourd'hui, il n'y a aucun média qui est capable de diffuser. Ouais. Et même les groupes qui ont plus de moyens, c'est 24 heures. Or, vous savez très bien que les secours, c'est 10-15 jours après qu'il va falloir les... Je veux dire qu'en ce moment, la plupart des radios émettent avec leurs propres moyens d'électricité et de gasoil ou de fuel. Exactement. Nous sommes des producteurs d'électricité aujourd'hui. Parce que notre statut a changé. Oui. Et ça ne peut pas... Qu'est-ce qui peut être fait alors? Parce que bon, c'est bien de dire il faut que EDF prenne ses responsabilités, mais si je ne prends pas faire rien, je ne vais pas être bloqué au matin. Quand nous venons ici vous voir, c'est que nous commençons déjà à bouger. L'action est déjà en cours. Quand nous venons vous voir, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord informer, il faut communiquer, il faut essayer de trouver d'abord des solutions alternatives pour le mieux et pour le bonheur de tout le monde. S'il n'y a rien qui vient, à un moment donné, on va devoir faire comme tout le monde. Ce que nous ne souhaitons pas. Mais le silence d'EDF nous dérange terriblement parce qu'on a l'impression, et ce n'est pas la première fois, on n'a pas l'impression que la problématique des sites de diffusion, qui sont des sites corestés,
entre guillemets, vous savez ce que ça veut dire, qui sont des sites officiels de diffusion, ne sont pas mis dans la priorité du dégagement pour les routes. Pour mon avis, il a fallu attendre quasiment une semaine pour pouvoir atteindre le site. Encore heureux que Piton n'a pas eu de gros soucis, mais pour la Soufrière, c'est après 10 jours que ça a été fait. Donc, comment vous faites pour pouvoir monter du fioul là-bas? C'est pas possible. Donc il faut que la problématique d'une manière générale de la desserte électrique soit vue et corrigée et qu'il y ait de l'anticipation. Parce que ce que EDF aurait dû faire avant le cyclone, c'est déposer un groupe qui lui a une autonomie de 1 mois peut-être pour pouvoir alimenter les radios et les télés. Oui. Notamment Canal 10. Oui, par exemple, oui. Qui peut avoir des difficultés. Donc, c'est une plainte que vous faites, bon, c'est un cri de douleur, on va dire. C'est un coup de douleur, en même temps, c'est une mise en garde. Oui. Parce que la mise en garde, elle est aujourd'hui publique, parce qu'on est à l'abri de rien. Imaginez l'impossible ou le non souhaitable aujourd'hui. Ben, je ne sais pas, vous avez vu que les antennes de Guadeloupe Première sont tombées pendant Maria. À moitié. Mais oui, mais personne n'est à l'abri. Oui. Donc il faut absolument que déjà le regard change sur l'ensemble des médias. Parce qu'on ne sait pas qui va tenir, qui ne va pas tenir. Ça, c'est encore un petit bonheur, la chance que d'autres tiennent. Mais, et c'est la radio qui va tenir, comme c'est arrivé pour Hugo, qui va pouvoir secourir et diffuser des informations à la population. Bon, on ne va pas aller jusqu'à dire que EDF le fait exprès, non? Pour favoriser une radio par rapport aux autres. Ma présence ici, c'est de dire aujourd'hui qu'il y a une problématique dans un secteur d'activité qui restait sous silence depuis et qui aujourd'hui, il faut qu'elle soit prise en compte. Parce que nous ne pourrons pas tenir 20 ans. Mon technicien hier, il était comme beaucoup d'autres, mais en tout cas celui-là, celui de la RTG, hier au lieu d'être chez lui, hier matin, il était à Soufrière. Oui. Je pense toute la semaine on le fait, on monte du fioul toute la semaine, mais à un moment donné, il faut absolument que les choses se tassent et qu'on essaye de nous relayer un peu parce qu'on ne pourra pas tenir 20 ans. Alors d'un côté, au niveau de la préfecture, ils ne sont pas encore vraiment au courant, c'est vraiment le cas de le dire. Est-ce que du côté des politiques, il y a une action qui est prévue? Là, vous faites de l'information dans un média qui est aussi concerné par cette problématique, mais est-ce que les gens qui utilisent beaucoup les médias, je vais parler des politiques, vous savez très bien en période électorale, ils sont toujours là, donc est-ce que le problème est arrivé jusqu'à eux? Alors, comme je vous le disais, pour l'instant, il s'agit de communiquer. Oui. Communiquer, nous essayons d'attendre un retour précis de EDF pour savoir quelles dispositions que nous allons prendre. Oui. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui. Nous souhaitons simplement que EDF nous dise très clairement, voilà, on peut mettre un groupe, on ne peut pas, il vous faudra attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, et à partir de là, nous saurons qu'est-ce qu'il faudra faire. Le contact, je repose la question, le contact est pris avec EDF en ce moment? Il y a eu un contact qui a été initié la semaine dernière. Oui. Il y a eu un SMS qui lui a été transmis sur lequel il n'y a pas eu de réponse, parce qu'il devait avoir un retour vis-à-vis de nous. Et la réponse qui m'a été donnée quand nous les avons eus, c'est qu'il fallait voir avec le COD. Or, aujourd'hui, le COD, il est clos. Donc, aujourd'hui, il faut que EDF regarde en profondeur, puisque 95%, je crois, ou 90% de l'électricité, si j'ai bien compris, est rétablie dans notre département. Il faut qu'aujourd'hui, ils prennent la priorité et se disent qu'ils mettent ce qu'il faut sur le site de la Soufrière, notamment, puisque c'est là que se pose le plus gros souci. Nous aurons le plaisir de recevoir un responsable d'EDF pour poser cette problématique. Enfin, bon, alors ça, c'est une problématique qui, j'imagine, vous intéresse particulièrement. Mais quand même, on ne peut pas ne pas parler quand même de votre radio, puisque vous êtes une radio... Alors, M. Zandolis, avant de venir sur ce terrain-là, je voudrais simplement dire que la problématique, elle est profonde parce que il faut absolument qu'on enfouisse les lignes de EDF qui sortent de Capesterre et qui montent à la Soufrière. Oui. Il faut l'enfouissement. Il faut traverser le parc national. Donc, M. Louisy, qui est le président du parc national, il faut donner l'autorisation. Oui. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on s'inscrit dans une répétition tout le temps de ces problèmes-là. Oui. Il faut enfouir les lignes de EDF. Depuis 89, on en parle de ça. Depuis Hugo, on en parle. Hein. Alors, il faut les enfouir. Le CIMEG a commencé à le faire. Ça, c'est un. Oui. Deuxièmement, il faut anticiper. Oui. Quand on est sûr que le cyclone va monter, va passer, il faut déposer un groupe
de façon à ce qu'ils prennent le relais. On ne peut pas rester dans une incertitude d'action tout le temps sans que les responsables ne prennent pas leurs responsabilités. Il faut que les choses bougent. D'autant que les radios, vous le savez bien, sont dans le dispositif de prévention de la population. Et à partir de ce moment-là, il faut que ça soit une priorité. Alors, ça veut dire que vous êtes en train de me dire qu'il faudrait qu'il y ait un représentant des radios dans le COD. Ça peut aller jusque-là. Probablement. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ce n'est pas forcément un représentant de radio. Il faut que la problématique de diffusion soit prise en compte d'une manière générale, systématiquement dedans. Oui, tout à fait. Non, mais on comprend. Puisque EDF fait partie du COD. Or, cette question-là, elle n'a pas été... Pour EDF, la priorité, ce sont les particuliers, les hôpitaux, les centres de soins, etc. Vous savez, alors les radios ne sont pas réellement comprises dans la priorité parce que EDF et peut-être l'État n'ont pas intégré cette éventualité dans leur dispositif, mais peut-être que c'est l'occasion ou jamais de mettre le point sur la table et de poser la problématique réellement. Parce qu'une fois que ce sera rétabli, on connaît bien notre pays, une fois que ce sera rétabli, ce sera oublié jusqu'au prochain cyclone. Voilà, nous souhaitons, sans mettre le point sur la table, que la problématique soit vraiment prise en compte et qu'au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de l'association des maires, au niveau de nos députés qui nous accompagnent, que nous connaissons fort bien, que cette question-là soit entendue de façon à ce qu'il y ait vraiment une grande réflexion sur la mise en place d'une vraie desserte électrique et radioélectriques pour les sites de diffusion qui sont les sites officiels de diffusion pour toutes les radios et pour toutes les télés du département et de notre région. D'accord, bon, c'est entendu et j'espère que vous êtes entendu et qu'il y aura d'autres démarches et que finalement ça aboutira. Tenez-nous au courant de l'avancée des choses. On ne va pas trop insister aujourd'hui sur d'autres aspects puisque c'est l'aspect principal aujourd'hui parce que s'ils n'ont pas de courant, pas de radio. Exactement, et pas une télé non plus. Il ne faut pas oublier ça. Pas une canal 10 non plus. Oui, bien sûr, c'est évident. Donc j'imagine que les dispositions vont être prises. En tout cas, nous à notre niveau, on fera passer le message. Il est 13h. Vous voulez me parler de Zouk News? Oui, deux petits mots quand même, sous votre radio quand même, où là, il faut dire des petits mots. Je voulais souhaiter il faut dire des petits mots. Je souhaiter revenir sur cette question-là à un autre moment, mais bon. Oui, on est là. Zouk News continue son bonhomme de chemin. Elle est intrinsèquement liée à sa population, qui l'affectionne de plus en plus et qui apprécie bien sa ligne de fonctionnement, puisque comme vous le savez, nous abordons tous les thèmes culturels, politiques, vous en avez parlé tout à l'heure, et musical, et donc nous accompagnons tous les projets qui font le bonheur, parce qu'il n'y a pas que le stress. Zouk News est un média justement pour déstresser et pour rendre heureux et faire partager le bonheur à toute notre population. Donc c'est là notre travail, informer positivement, donner culturellement ce qui est nécessaire à nos populations pour qu'ils soient bien, et on continue le travail. Que l'avenir nous dira qu'est-ce que c'est sur un marché qui est en train de se transformer à 100%. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, M. Philippe Vidal. Merci d'être venu, président de la Fédération des radios libres privées, et mettre le doigt sur une problématique qui concerne ces radios et la télévision. Je vais parler du problème de l'EDF et du ravitaillement, ou de l'avitaillement en tout cas, de ces radios en énergie électrique. Il est 12h53, Mendy, on continue le journal. Et je vous le disais en titre, le collectif des taxis de Guadeloupe s'est réuni ce matin pour une conférence de presse pour parler de la saison des croisières qui constitue, vous le savez, un enjeu important pour l'économie guadeloupéenne. Pourtant, la saison 2017-2018 a commencé dans un contexte extrêmement tendu. Depuis plusieurs mois, la préfecture a initié des séances de travail en vue d'organiser les transports des croisiéristes sur le port, mais les propositions retenues par la préfecture dans le cadre de ces séances de travail inquiètent ces artisans taxis, car selon eux, elles violent purement et simplement la réglementation en vigueur. La préfecture n'a prévu en tout cas aucune réunion et n'a donné aucun signe donc, alors que les premiers bateaux arrivent déjà. Mais on fait le point avec ce reportage de Chris Kepi.
En fait, depuis plusieurs mois, la préfecture, les autorités préfectorales ainsi que l'ensemble des professionnels concernant le monde de la croisière sont en train de mettre en place les conditions d'accès des transporteurs au sein du port pour que les croisiéristes puissent être transportés pendant leur venue. Et la difficulté, c'est que les propositions qui sont actées par la préfecture ne respectent pas la législation et violent complètement les droits des croisiéristes, les droits des taximans et plus largement des Guadeloupéens, parce que les méthodes des autorités préfectorales sont des méthodes qui sont complètement méprisantes. Il y a eu des oppositions lors des réunions qui n'ont pas du tout été actées dans les relevés de décision. Il y a eu des manifestations, une manifestation des taxis et ça s'est fini en une fin de non-recevoir. La réunion s'est terminée et depuis, blocage, il n'y a eu personne, aucune réunion, personne pour répondre aux taxis. Et puis là, les taxis sont obligés donc de faire une lettre ouverte et de faire appel donc aux médias et à la population pour se faire entendre, parce que la saison de croisière a déjà commencé et que les propositions qui sont faites, comme elles sont illégales et ne respectent pas la loi et sont méprisantes par rapport à ce qui est dit par les autorités préfectorales. Donc là, les taxis se mobilisent et font un appel à la mobilisation si jamais leur ultime tentative d'obtenir réponse de la préfecture, mais d'obtenir une réponse qui soit dans le cadre de la réglementation. Si cette ultime tentative échoue, on sera obligé d'aller jusqu'à la mobilisation. Au sein du port, en fait, seuls les taxis ont le droit de pouvoir stationner pour attendre le client. Alors que la préfecture propose qu'il y ait à la fois des taxis, mais aussi d'autres transporteurs. Et elle propose même un prix de location pour ces autres transporteurs. Donc c'est bien pour vous dire qu'il prévoit que ces transporteurs attendent aussi les clients, alors que la loi est limpide, elle interdit le stationnement de tout transporteur qui n'est pas un taximan. Elle prévoit aussi, les propositions de l'autorité préfectorale prévoient un intermédiaire entre les taxis et les autres transporteurs et les clients, ce qui est totalement interdit. Seuls les taxis ont le droit d'avoir un intermédiaire. Et puis plus largement, la préfecture, c'est à la question des taxis, est-ce que le port est privé ou public? Les autorités préfectorales se sont interrogées, elles n'avaient pas la réponse et elles ont même été jusqu'à dire qu'elles iraient interroger le ministère. Tout ça dans les négociations pour justifier qu'on n'applique pas la réglementation qui s'applique notamment dans des endroits comme le port. Il est 12h57 sur Canal 10 et RHT Guadeloupe. On revient dans un instant dans le ZCL après la publicité. À tout de suite. Voilà, il est 13h03, retour sur le plateau du ZCL. Je vous l'ai dit, on parlera beaucoup de radio ces jours-ci, puisque M. Philippe Vidal, qui est directeur de Zouk News, qui était avec nous et qui est encore avec nous d'ailleurs, en parlait. Entre-temps, M. Woody Cornéli est arrivé. Woody Cornéli, bonjour. Bonjour, Danick. C'est le directeur de RHT qu'on connaît bien, n'est-ce pas? C'est quelle la fréquence? 89.8. Voilà, elle connaît ça par cœur. Voilà, on va revenir sur l'actualité tout de suite avant de retrouver Philippe Vidal et Woody Cornéli en direct dans le ZCL sur RHT. Oui, on va du côté de Basse-Terre. La présidente du conseil départemental, Mme Josette Borel-Lacertin, accompagnée de conseillers départementaux et des maires de Saint-Claude, Gourbert et Vieux-Fort, ont effectué vendredi dernier une visite donc, de 4 chantiers majeurs de travaux routiers qui sont en cours dans la zone donc, de Basse-Terre, la route départementale 26 dite route Bologne, la jonction également des RD 25 et RD 9 pour la construction du fameux giratoire de Morin, ainsi que la route départementale 9 où le conseil départemental procède donc à la reconstruction du pont des Marsouins qui permet la traversée de la rivière Galion. Et enfin, le programme de visite s'est donc achevé avec la route départementale 6, dite route de Vieux-Fort. On fait le point avec ce reportage signé Olivier Félix.
De Saint-Côte continue sur sa lancée de faire pour neuf. Parce que vous savez que actuellement, là où nous sommes actuellement, ça causait des problèmes d'insécurité. Effectivement, avec M. le maire qui est conseiller départemental, il a tenu que ces travaux soient réalisés pour qu'on n'ait pas de problème justement dans ce secteur de Mourin-Galan. Parce que le premier tracé qui avait été fait là, on a échappé belle, je pourrais dire, parce qu'on avait quand même des risques. Actuellement, l'ouvrage qui est réalisé là, les gens seront plus en sécurité et on pourra rouler beaucoup plus normalement. Surtout que cette route est très fréquentée justement quand il y a un embouteillage de l'autre côté du Galion sur la route nationale et que les gens empruntent beaucoup cette voie-là. C'est une voie très fréquentée. Alors il fallait prendre des dispositions et c'est pourquoi qu'aujourd'hui qu'on est là justement pour visiter l'ensemble des chantiers sur Saint-Claude. C'était pour moi important de voir tous les chantiers qu'on a visités ce matin, d'être là. On a commencé par Boulogne parce que c'était une demande forte de monsieur le maire de Saint-Claude. Il s'était engagé auprès de ses concitoyens, donc je voulais vraiment être là au moment, puisque la semaine prochaine, le 15, on va livrer cette route à la circulation. Ensuite, nous sommes allés voir le rond-point de Morin qui est aussi en voie d'achèvement. Et puis surtout, le pont des Marsouins. Rappelons que le pont de Marsouins, étant trop étroit, n'a jamais été pris en compte dans le cadre d'une évacuation en cas de catastrophe naturelle. Aujourd'hui, c'est voir dans quel, je dirais, à quel moment, dans combien de temps, on pourra dire à monsieur le maire, à messieurs les maires, à madame la députée et les conseillers, eh bien, on peut circuler librement sur ce... j'avais été très pessimiste, j'avais dit peut-être d'ici la fin de l'année. Alors bravo aux entreprises de Guadeloupe. Je voudrais leur dire, toutes les entreprises que j'ai rencontrées aujourd'hui, surtout celle qui est là d'ailleurs ici, eh bien, qui m'a dit non, d'ici la fin octobre, eh bien, la route sera réparée. Donc bravo pour l'engagement à nos côtés des entreprises de Guadeloupe. Voilà, donc je vous l'ai dit, nous recevons Woody Corneli et aussi monsieur Philippe Vidal, tous les deux présidents de deux fédérations, l'une des radios libres associatives et l'une des radios libres privées. Alors, Woody Corneli, monsieur Vidal faisait part tout à l'heure d'une problématique relative à l'alimentation et l'électricité des radios. J'imagine que vous avez le même problème. Donc le problème est pareil pour tout le monde, hein. Associatif ou commercial, c'est pareil. Et ce problème, j'ai entendu en arrivant. Hein, donc, vous avez entendu ça sur RHT? Sur RHT, tout à fait. Et donc, je peux encore noircir ce tableau, noir qui est déjà noir concernant ce site de la citerne, mais aussi les sites d'émission. Et là, c'est le technicien qui parle. Hein, donc, depuis Maria, tous les jours, personnellement, je suis à la Soufrière pour un groupe électrogène concernant... Pour alimenter votre groupe? Pour alimenter le groupe. Le groupe, Philippe Vidal l'a bien dit, hein, n'est pas approprié pour rester plus de 10 jours, 15 jours à tourner sans entretien. Et depuis Maria, c'est le problème. Changement de batterie, il faut aussi changer des capteurs, il faut vérifier, il faut réadapter par rapport au service de ce groupe. Et je le rappelle, hein, pour que les auditeurs puissent comprendre la situation à la Soufrière, il y a 3 pôles d'émission sur un pylône où on retrouve la radio du monde de Grand Camp, hein, donc la radio de Grand Camp. Du côté de la TDF, on retrouve les autres radios donc au niveau national ou haute, et on a un pôle créé avec le combat de Philippe Vidal qui est à côté de moi. On s'est battu, hein, pour ne pas aller chez TDF, c'est-à-dire qu'on est avec la RGG qu'on a monté après avec le parc pour avoir ce pôle. Dans ce pôle, on a les radios associatives, mais on a aussi les radios commerciales, privées, donc qui émettent. Et ce sont les mêmes difficultés. Et là, il n'y a pas de distinction entre associatif ou commercial. C'est aussi cette difficulté technique qu'on a, qui ne date pas de Maria. Mais alors, j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que ce problème se pose? Parce qu'il fallait bien s'attendre un jour ou l'autre qu'il y ait eu un cyclone, un ouragan ou autre chose, et que vous alliez être privé d'EDF. Pourquoi aucune disposition antérieure n'a pas été prise? Philippe Vidal veut dire 2 mots. Alors, je crois que nous en avons parlé tout à l'heure, de la gestion des risques. Il faut bien comprendre le protocole. Quand on parle de gestion des risques, on parle de communication, on parle d'information des populations, et par conséquent, quel que soit le média, qu'il soit télévisuel, qu'il soit radiophonique, il doit être alimenté et être capable de diffuser pendant
et après. Maintenant, la chance fait que l'un peut avoir un problème d'aérien qui a tourné ou qui va se casser ou un pylône qui peut tomber. Ça, c'est la chance. Personne n'a dit à Maria, faites tomber celui-là ou celui-là. Nous avons 2 radios associatives, vous y va en parler certainement, qui n'ont pas repris encore, parce qu'il y en a une qui est sur le site du Huelmont et qui a subi aussi beaucoup de dégâts. C'est la radio Interschool. Hein, on en parlera tout à l'heure. Et donc, là, c'est lambda, on ne sait pas qui va tomber. Oui. Donc, dans ce contexte-là, il convient que techniquement, tout soit en place pour pouvoir affronter, évidemment, ces monstres qui arrivent, mais de ce quoi, il faut que EDF, lui, anticipe l'événement. C'est-à-dire que sachant que les radios sont nécessaires à l'information, à la communication avec les populations, il faut qu'ils déposent un groupe et il faut que l'État leur impose de le faire bien avant un cyclone. Parce qu'on peut, comme je vous dis, pour celles qui ont la chance de rester debout, mais il faut qu'elles soient diffusées. Donc oui. Il faut savoir que ce n'est pas d'aujourd'hui ce problème. La région, le département, même au niveau préfecture, sont au courant de ce problème au niveau de la situation. Ça ne bouge pas. Nos politiques, on les voit en campagne électorale. Donc, c'est ça. On les écoute sur vos radios. On les écoute, tout à fait. Là, vous conseillez. Non, mais le problème, il faut se poser la question. Aujourd'hui, quand on parle de l'éducation aux médias pour le public, le grand public, mais nos politiques guadeloupéens, il faudrait aussi faire cette éducation, car dès que Mont-Bernard ou encore Grand Camp fonctionne, tout va bien. Tout va bien en Guadeloupe. La communication n'est pas basée que pour ces 2 radios. Il faut savoir que ce ne sont pas les mêmes conditions financières pour permettre cette amélioration au niveau des radios. Pour revenir aux radios associatives et commerciales il faut savoir que c'est à peu près les mêmes problèmes techniques, les mêmes problèmes au niveau aménagement. On demande donc on prend l'exemple, on a eu, il suffit de quelques vents au niveau de la citerne, on n'a plus d'électricité. EDF 2 ou 3 fois nous emmène un groupe sur un camion, à moitié vide, il faut le remettre en moins de 24 heures. Est-ce que c'est un problème de gazoil? Est-ce qu'au niveau de la région qui sollicite souvent les radios, les mairies ou encore d'autres collectivités ne peuvent pas nous remplir aussi comme se fait, et on le sait, et cela engage que moi parce que je suis là-haut tout le temps, pour le groupe RCI et au niveau de TDF, c'est plus de 3000, 4000 litres de gazoil. Nous, les radios, on ne peut pas aller à cette hauteur-là. On a eu le problème après le tremblement de terre. Il fallait donner, donc payer à l'État l'hélico pour emmener du carburant sur le site de la citerne. Le voyage de plantation d'un café au site de la citerne, c'était 3 000 € par voyage. Est-ce que les radios aujourd'hui, associatives ou même les radios commerciales peuvent tirer? Non. Oui. Ce que je veux rajouter, c'est que M. Corneli parle des radios de Grand Camp ou des radios de Mont-Bernard. Moi, je vais les citer. Il ne faut pas avoir peur de les citer. Guadeloupe Première est à Mont-Bernard et Grand Camp, c'est le groupe RCI qui héberge d'ailleurs d'autres radios. Ce que je veux dire par là, c'est que la problématique, elle est la même pour tout le monde, là, aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas de courant dans un avenir très bref à la Soufrière, ni Mont-Bernard, ni RCI ne pourront tenir. Même avec... mais il faut entretenir les groupes, ils ne sont pas faits pour tenir aussi longtemps. C'est ça. C'est ça, il faut comprendre. Un groupe électrogène, c'est pour pallier à une urgence. Oui, c'est un dépannage. Alors, quand un groupe tient depuis le 18 septembre à aujourd'hui, il faut l'arrêter pour l'entretenir. Même s'il y a une cuve pleine de gasoil, ça ne tiendra pas. Donc aujourd'hui, il est urgent, mais vraiment urgent, pour qu'il n'y ait pas de coupure de la communication entre tous les services, je dis bien tous les services, y compris ceux de l'État. Il faut absolument que cette problématique-là soit entendue et soit réglée dans les plus brefs délais. D'accord. C'est pour tout le monde. Donc, sur le plan technique, l'anecdote est claire. On a la SMAT, c'est une société de communication, Angélique Chekboudou, qui se donne, la RTG, qui se donne pour les radios. On prend l'exemple. La télésurveillance d'EDF se trouve sur le site de la citerne où est hébergé notre groupe électrogène. En cas de panne, chez EDF, démerdez-vous, messieurs. Nous, on veut que ça marche. Pourtant, l'électricité, c'est eux. Philippe Vidal l'a dit, on n'est pas producteur d'électricité. Ouais.
Bien, alors, semble-t-il, puisque j'ai posé la question tout à l'heure à M. Vidal, comment se portent les radios associatives au lendemain de Maria, en dehors de ce problème d'énergie? Très mal. Très mal concernant les radios associatives. Il faut savoir qu'on a eu le vent, c'est vrai, on a eu Maria, mais il y a eu aussi la foudre. Donc on a déjà pas 2 radios qui ne fonctionnent pas. Il y a à peu près 4 radios qui ne fonctionnent pas. Alors on a Cosmic One pour le moment, un problème de réseau. On a Oumoul, on a Radio Saphir FM qui a repris, c'est vrai, mais on a aussi Climax qui ne fonctionne pas, ils ont perdu leur site d'émission chez France Télécom. On a la radio Interschool qui a un problème, qui a tout perdu sur le site du Royaume. Donc si le relais se fait pour la Soufrière. Et sur Mont-Alus, selon les dernières informations, on a quand même Média Tropical qui ne fonctionnait pas, ainsi que Radio AIS qui avait ce genre de problème. Alors mais c'est quand même particulier, on a le sentiment c'est seulement, entre guillemets, les radios associatives qui sont le plus touchées. Comment ça se fait? Vous étiez mal protégés ou les installations étaient précaires? Enfin, je pose la question. Philippe l'a dit, hein. Maria n'a pas choisi telle ou telle radio. Hein. Oui. C'est une question de chance aussi. Hein. Nous, à RHT, on a tourné pendant Maria toute la nuit. Oui, et malheureusement, 2 jours après, bon, on a eu un problème d'émetteur. Oui, donc, il y a la faute, il y a de l'eau, il y a toutes les conséquences. Et il faut savoir que le minimum, hein, s'il faut un secours pour quelle que soit la radio, hein, il faut entre 15 et 20 000 euros. Hein. Aujourd'hui, ce marché au niveau des radios associatives et même au niveau commercial, on n'est pas subventionné. Oui. Je prends l'exemple, je suis dans une commune, 0 euros. On est sollicité tous les jours par les collectivités locales. On a des pseudo communicants qui vous envoient des informations à titre gratuit, qui demandent de diffuser gratuitement. Ça aussi, il faudrait qu'on s'arrange à ce niveau-là, de respecter aussi les radios, les médias en général en Guadeloupe, et pour permettre aussi que ça a un coût de faire de la radio. Et beaucoup de propriétaires de radio, c'est par passion, par amour, hein, pas pour faire de l'argent dans la radio, hein. Il n'y en a pas. Monsieur Vidal, moi je dirais qu'il y a des politiques, des hommes politiques qui ont compris et qui accompagnent comme ils peuvent certains médias. Je pense qu'il y a une problématique au niveau... Vous avez un exemple concret? Je reviens vers vous tout à l'heure. Je pense qu'il faut revoir un peu, certainement au niveau des radios associatives, un peu l'accompagnement du fonds de soutien, puisqu'on est dans une période de vache maigre, et donc par conséquent, les radios associatives sont subventionnées normalement au niveau de leur charge d'exploitation par le fonds de soutien. Et donc, il y a peut-être une réflexion à mener en globalité sur cette partie-là, mais d'une façon générale, nous pouvons dire que M. Connelly l'a dit à sa façon, mais j'ai eu souvent l'occasion de le dire, il n'y a pas que 2 médias dans notre département, et heureusement, il y a beaucoup d'autres et qui ont besoin d'être écoutés parce que en cas de pépin, personne ne sait sur qui va tomber la foudre, qui va tomber l'antenne, et c'est la radio qui sera debout, qui va pouvoir secourir la population. Donc, il faut absolument que ce problème d'alimentation électrique trouve un épilogue sur un délai très très bref, mais il faut que la problématique d'acheminement de l'électricité soit réglée à la Soufrière, comme à Mont-Alus, comme à Piton. Et nous parlons beaucoup de l'enfouissement des câbles. Le responsable de EDF m'a dit, vous vous rendez compte du 3000 volts à enterrer? Eh bien oui. C'est un problème. Alors moi je veux bien, avant que l'on s'occupe de beaucoup d'autres choses, il y a des problèmes vraiment très sérieux à gérer dans notre département, et il faudrait que nos politiques s'y intéressent. Alors je vais faire appel à l'Union des journalistes et des médias de la Guadeloupe pour leur demander d'intervenir auprès du préfet, puisqu'on sait que le président est intervenu récemment auprès des services de l'État français pour permettre à des journalistes d'aller suivre le président de la
la République française lorsqu'il était ici. C'est un problème qui est effectivement récurrent, le problème de l'électricité. Donc on fera appel à lui. Alors, sinon, en dehors de ça, les radios associatives tiennent la route où on dit des difficultés, puisque M. Philippe Vidal disait tout à l'heure que le marché publicitaire, il est le même pour tout le monde. Donc, Philippe Vidal l'a dit, hein, donc aujourd'hui, cette mutualisation au niveau des radios associatives commence à voir au jour. Oui. Concernant le fonds soutien, donc effectivement, en Guadeloupe, il y a sur les trentaines de radios, il y a environ 8 ou 9 qui font cette demande au niveau du fonds soutien. Il faut noter que le fonds soutien et je le dis à mes confrères associatifs, ce n'est pas la peine d'aller sur le marché publicitaire des radios commerciales, oui. Car sur le chiffre d'affaires de ces radios au niveau commercial, on récupère un taxe qui est reversé aux radios associatives. Donc oui. Cela ça ne sert à rien d'aller. Et on est limité à 20%, donc, au niveau publicitaire. Donc c'est complémentaire. Où le bas baisse, c'est au niveau des messages d'intérêt général. Et là, c'est où on a des problèmes avec les collectivités locales qui ne jouent pas le jeu. Mais alors, il y a un autre problème, c'est le problème de l'audience de ces radios. Vous parlez des 2 radios, Boncan et Mont-Bernard, etc. Qu'est-ce qui empêche aux autres radios d'avoir une audience aussi importante? C'est une question de moyens ou c'est une question humaine? Quelle est la problématique? Alors, comme M. Zandonis pose une question pareille, j'ai l'impression qu'il a la réponse, mais qui... Non, j'ai pas de réponse. Non, franchement, quand il pose une question pareille, à mon avis, fin limier comme il est, il a la solution, il a la réponse. Et c'est une question pour nous taquiner, certainement. Qu'est-ce qui nous empêche d'être comme eux? Ben, vous savez bien. Il faut que nos populations soient conscientes, parce que pour nous aujourd'hui, elles sont inconscientes. Il faut changer leurs habitudes. Je pèse mes mots. Elles sont inconscientes parce qu'elles n'ont pas compris encore qu'à travers, je crois qu'on vient de le dire, 30 médias, si 30 médias peut embaucher 5 individus, eh ben, ça fait 150 personnes qui peuvent manger et boire dans le secteur. Donc le fait de pouvoir alimenter grassement par leurs réponses, quelquefois même pas toujours justes, les enquêtes de sondage ou d'opinion auxquelles ils participent, ils répondent par, je dirais, par habitude, mais pas par cœur et pas par justesse non plus. Parce que beaucoup de personnes qui ont écouté d'autres médias la veille ne disent pas, ils disent la radio, comme les questions vous sont posées. Comme les questions vous sont posées, quels sont ceux que vous connaissez d'abord? Question de notoriété. Oui. D'abord, vous qui avez été interrogé sur la notoriété, quand on vous demande qu'est-ce que vous avez écouté hier, mais bêtement vous allez dire, mais celui que j'ai dit que j'écoutais hier. Oui, monsieur. Donc sondage orienté. Je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Non, c'est une question. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que la méthodologie telle qu'elle est utilisée aujourd'hui fait que si quelqu'un dit c'est un tel que je connais le plus, quand on va lui demander par derrière qu'est-ce que vous avez écouté hier, il aura l'air bête de dire qu'il ne l'a pas écouté. Oui. Donc il va dire c'est ce que j'ai dit que je connaissais le plus. Donc nous sommes confrontés donc à ces enquêtes d'opinion et la population n'a pas encore réagi. Parce que si elle savait réagir comme ça se fait souvent en Martinique, vous avez un peuple qui est beaucoup plus mûr, je m'excuse de le dire, ils sont mûrs, parce qu'ils ont pu mettre une télévision de chez eux en première place du marché. Oui. En Guyane, c'est quasiment la même chose. C'est pas une question de maturité seulement, ça. Le peuple guadeloupéen n'est pas un peuple immature quand même, je ne vais pas vous laisser dire ça. Il faut être militant aussi. Oui. Il faut être militant aussi. En Martinique, la première télé de la Martinique n'est pas une télé d'État. Mais oui, mais à La Réunion aussi, c'est le cas. Bah alors, mais on a un problème. Non, c'est que les conjonctures ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas comparer. Donc vous avez les réponses. Vous avez les réponses. Alors, donnez-les-nous, M. Zandonis. Non, je ne suis là pas pour donner les réponses aujourd'hui. Poser des questions. Parce qu'on fait le total des radios de la FRAG, la Fédération des associatives des radios associatives et de votre radio, ça ne fait que 5%. Non, je ne vais pas vous laisser. 2,5. Non. Enfin, c'est quoi le sondage? Non. Quand vous prenez la tranche des radios associatives qui ne sont pas... Audience cumulée, je pense. Je finis, si vous me permettez. C'est dommage, je ne vous attendais pas là, mais si vous venez là aujourd'hui, on va pouvoir faire appel à la mémoire. Il y a une partie des radios associatives qui ne sont pas énumérées dans le sondage, mais dont l'audience cumulée est notée divers radios. Ce n'est pas 5% déjà. Ça fait combien?
Je vais vous dire tout à l'heure, c'est pas 5%. 2, quand vous reprenez donc l'audience cumulée, notamment de MFM, Zouk News et autres, on n'est pas à 7%. Là, vous êtes vraiment allé fort. Je parlais de Zouk News plus les radios associatives. Je n'ai pas parlé de MFM. Non, on parle de radios commerciales d'un côté qui sont dans le sondage et de radios associatives qui sont, enfin, dont les résultats sont connus mais qui ne sont pas attribués. Oui. Donc on dépasse largement les 20%. Largement les 20%. Et pour ne pas dire plus. Je voudrais le voir. Écoutez, le total. La prochaine fois que vous m'invitez, je viendrai avec les chiffres. Je viendrai avec vos chiffres, on va les confronter. En tout cas, le problème se pose, ce problème de l'audience, c'est ça, je crois le problème essentiel. Alors, et même le problème de l'électricité, que vous évoquez, est lié à cette problématique. Monsieur Zandoni, j'ai envie de vous dire quelque chose, parce que la mémoire est encore là. Vous aviez une radio qui s'appelait AICS à Martinique, qui avait 0% de taux d'audience. 0 d'audience cumulée. ICS. 0% pointé partout. Oui. Et elle avait un chiffre d'affaires de plus de 1 million de francs à l'époque. D'accord? Alors, il faut qu'on arrête de se raconter des blagues. Vous avez des radios ici, aujourd'hui, des franchises nationales, qui n'ont pas d'audience. Leur chiffre d'affaires est de loin 3 fois, 4 fois supérieur au nôtre. Donc il faut qu'on arrête un peu. Pourquoi? Mais écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a de la conscience, il y a de l'intelligence, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir dire exactement ce qu'on a écouté, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je ne veux pas faire de procès à la population, et à personne, parce que j'en ai besoin, moi. Mais je vous dis, on a un problème qu'il faut revoir dans les détails. D'accord. Hein? Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Même à 0%, il y en a qui ont de forts chiffres d'affaires. Je rejoins, d'une part, c'est vrai, parce que moi, j'ai les chiffres de médiamétrie. Moi, je suis aussi dans le médiamétrie, mais je ne figure pas dans le classement. Pourtant, j'ai mes chiffres. Donc, je sais exactement ce que vaut la radio, etc. Et ces chiffres m'encouragent à rester. Si je n'avais pas ces chiffres, longtemps que j'aurais fermé la porte. Donc, ça, c'est une. Deuxièmement, Philippe Vidal vient de dire quelque chose. Effectivement, il y a des radios qui n'ont pas d'audience. Et cela peut être engagé. Comme moi, je vais encore plus loin. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas un lobbying de personnes qui font tourner leur communauté? Est-ce que, je prends l'exemple d'une radio qui est dans presque toute la Caraïbe et qui a un chiffre d'affaires monstre. Et cette radio-là a été coupée pendant à Saint-Martin. Dans 5 jours après, cette radio-là a réussi à émettre et aujourd'hui va s'allier avec RCI. Donc il faut se poser la question. La radio en Guyane, radio pays, c'est associé à RCI. Donc c'est une question de lobbying, c'est une question aussi de gros sous. Est-ce que en donnant dans les années 84, 86 plutôt, les autorisations de la radio aux Guadeloupéens, et est-ce que celui qui a donné ces autorisations pensait qu'un jour il y aurait toujours des Guadeloupéens à la tête d'une radio? Regardez la tête des radios aujourd'hui qui existent. Un gros débat sur lequel nous reviendrons quand votre problème d'électricité sera réglé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il est 13h27, on va prendre la pause publicitaire avant de retrouver Mendy pour la suite du journal. Et c'est un débat qui n'est pas clos, je le dis aujourd'hui. Demain, on va peut-être en reparler avec M. Loïc Eligao, qui est notre invité, et après-demain aussi avec M. Jean-Philippe Angassami, qui est le directeur de Radio Soufaya, et d'ailleurs qui s'est mutualisé, je l'ai entendu hier, avec avec Safir. C'est peut-être la preuve que la mutualisation peut être un bon système pour résister au gros lobby. 13h27.
13h33, troisième et dernière partie du ZCL en direct de RHT de Canal 10 et c'est l'information tout de suite avec Mandy. Et oui, avant de continuer, faisons tout de suite un rappel des titres. Je vous le disais, on a entendu donc Madame Vainqueur qui est donc députée et qui a rencontré le préfet de la Guadeloupe pour l'interroger sur la question des contrats aidés. Vont-ils être diminués ou encore supprimés? Et nous avons vu également la colère des taxis de Guadeloupe. Depuis plusieurs mois, le préfet a initié des séances de travail en vue d'organiser les transports des croisiéristes sur le port. Malheureusement, les taxis sont mis de côté. Et enfin, nous verrons tout à l'heure cette vente aux enchères au Créole West Indies. Des musiciens ont constitué une scène exceptionnelle, une scène de jazz et une soirée donc a été clôturée par une vente aux enchères. Voilà donc pour les titres. Merci à ceux qui nous rejoignent pour cette dernière partie de ce ZCL. Et on continue avec la mobilisation qui continue pour les sinistrés de Saint-Martin. Et cette fois-ci, c'est le LKP et l'ensemble donc des organisations syndicales qui ont donc décidé d'apporter également leur contribution à travers un conteneur donc chargé de vivres pour ces Saint-Martinois. Nous écoutons tout de suite Nestorius Favel qui est le secrétaire général de l'UTC UGTG au micro de Michel Héraclide. Matin là, nous avons rempli justement un conteneur puisque LKP et l'ensemble des associations et les organisations syndicales, FO, UGTG, CGTG, toutes les autres, nous décidé de mettre une solidarité en place pour travailler et peuple Saint-Martin. Et nous prenons toutes précautions puisque effectivement nous en contact direct avec le président de la collectivité là, de façon à ce qu'il réceptionne avec nous et nous fait distribution de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de d'autres pour faire. Et d'autant plus que ça, et nous avons monté aussi pour nous veiller situation à travailler parce que nous savons que nous licencier moun et ne peut pas accepter ça. Donc je là nous effectivement nous finissons boucler pour Saint-Martin, mais nous pas qu'à oublier aussi les camarades dominicains puisque après aussi il faut mener solidarité pour Dominique et nous remercier aussi l'ensemble des moun en Guadeloupe, des Guadeloupéens là qui portent chaque fois un petit pack un petit bitin pour justement pour nous constituer solidarité là ça. Depuis 2 mois nous avons ramassé tout ça qu'on a porté et donc en disant conteneur là ni de l'eau, ni biscuits, ni vêtements, ni tout butin nous quoi Saint-Martin nous et tout le monde qui Saint-Martin qui est content et nous qui gérer distribution là avec la collectivité là. Effectivement, nous boucler un mois après. Mais ni 3 semaines que nous fait appel. Mais il faut dire aussi que nous ne pouvons pas mélanger nous des fois avec ça tout le monde a fait. Parce que c'est bien la partie, les gens sont destinés pour eux pas même. Et c'est pour ça que nous prenons précaution, nous avons rappelé que nous crions le président de la collectivité là et nous faisons une action éveil pour amener justement les gens qui n'ont pas de moyens de venir prendre. Ni on l'homme de la Cadou, ni on l'homme Cadou, une débitante qui a passé Saint-Martin, il n'y a pas de gens toucher yon. Alors sans cela, ça, nous pas en retard. Hein. Nous avons en période, en temps normal. 3 semaines nous balancer, nous boucler, nous pas de cyclone n'a fini, nous pas partir dans le mais non, nous prendre temps nous pour nous bien organiser et pour nous surtout rassurer de ça nous pas faire. Et notez que les entreprises des îles du Nord ou encore de la Guadeloupe qui connaissent des difficultés donc suite au passage de Maria et Irma pour le redémarrage de leur entreprise, elles peuvent désormais s'adresser à un guichet unique à l'adresse de messagerie suivante démarche au pluriel entreprise au pluriel @guadeloupe.pref.gouv.fr. Je répète, démarche au pluriel entreprise au pluriel @guadeloupe.pref.gouv.fr. Notez également qu'on appelle donc à une très grande vigilance puisque des sociétés qui ne sont pas mandatées par l'État proposent d'aider les sinistrés dans leur démarche en vue de déclarer les dommages qu'ils ont subis. Eh bien, le pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la DIECT appelle chacun à être vigilant. Des contrôles sont actuellement en cours et des infractions aux dispositions du Code de la consommation ont été relevées. Et on termine avec ce dernier sujet, je vous le disais en titre, le Night for Help, une mobilisation massive des artistes pour une soirée caritative qui a été entièrement dédiée aux sinistrés d'Irma et de Maria. Des musiciens ont donc constitué une scène exceptionnelle avec à ce jour plus de 20 musiciens confirmés et 5 formations de jazz. Une soirée qui s'est terminée avec une belle vente aux enchères. On regarde ces images signées Chris Kevy. Ça se passe très bien, on a beaucoup de monde qui commence à arriver, on a 7 groupes, 28 musiciens, donc 7 groupes de jazz et la vente aux enchères qui va avoir lieu d'ici une petite heure on va dire, avec plus de 30 œuvres offertes par le monde de l'art guadeloupéen qui vont être mis aux enchères, sachant que les enchères ont déjà débuté avec notamment une mise en ligne à l'international sur eBay, donc on a des ventes qui sont déjà réalisées. Toute ma vie j'ai fait un petit peu d'humanitaire,
des dons à droite à gauche. Puis bon, là je trouve qu'il y avait vraiment une idée à saisir et j'ai vécu à Sainte-Barbe, j'ai vécu un petit peu à Saint-Martin, donc ce sont des îles que je connais très bien. Je connais très bien la Dominique également. Et bon, je suis parfaitement conscient de leur souffrance et je pense qu'il était nécessaire de faire quelque chose. C'est un événement qui vient tout juste de démarrer avec des concerts de jazz. Donc c'est une collaboration entre Créole West Indies et le Coreca où ils ont fait appel à nous pour reverser toutes les entrées et aussi tout ce qu'ils ont pu vendre au niveau des tableaux. Donc sera reversé au sein du Coreca pour qu'on puisse faire une action de solidarité, que ce soit au niveau de Saint-Martin et de la Dominique. Donc c'est un public qui est, on va dire, international, puisque ça touche le jazz, ça touche aussi des peintures. Donc là, on touche un autre type de public et qui répond, tout le monde répond présent dès qu'il s'agit de la solidarité caribéenne. Alors, ce lieu, c'est plus par rapport au... Alors, Créole West Indies, c'est ici que c'est le lieu, quoi, c'est Saint-François. Donc, c'est vrai que l'espace est très bien choisi parce qu'il est agréable. Et puis, au niveau de Saint-François, le public est déjà habitué parce qu'en fait, il a déjà sa clientèle. Donc, du coup, ce sont les habitués qui sont présents. Et puis après, il a fait une annonce sur eBay avec les ventes en ligne, donc qui fait que par Internet, nous avons touché un peu plus de personnes. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup fait d'utiliser le réseau, donc son réseau, mais également le réseau du Coreca. Donc effectivement, nous sommes bien suivis sur notre page Facebook, sur Coreca officiel. Donc, tous les événements où où tout le monde reverse au niveau du Coreca pour la solidarité, nous avons utilisé le réseau Facebook et également WhatsApp pour pouvoir toucher toutes les personnes qui ont l'habitude de suivre les activités du Coreca. Donc le public est déjà bien présent, il continue à arriver tranquillement autour du jazz, autour des ventes de tableaux. Donc je pense que en tous les cas, c'est une action qui devrait bien se dérouler puisque là, il y a déjà un public présent et qui a répondu. Voilà. Et avant voilà. Oui, il est 13h41, une dernière info. Oui, avant de refermer effectivement cette édition, notez également que les agriculteurs sinistrés peuvent déposer leur dossier de déclaration de dommages agricoles en se rendant sur le site de la DAF et notez surtout que le préfet prolonge l'arrêté qui suspend la chasse sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe jusqu'au 17 octobre car vous le savez, l'ouragan Maria a entraîné des impacts significatifs sur la faune sauvage et ses habitats. Voilà, mais c'est bien terminé pour cette fois-ci. Demain, on recevra, outre le président, le directeur de Radio Saphir, mais nous allons recevoir aussi le président de l'association des maires, je parle de M. Jean-Claude Pioche, et bien évidemment, cette question de l'alimentation des radios sera posée, puisque vous savez que dans les îles du Sud, on a aussi besoin de ces radios. Voilà, il est 13h42 dans le 7CL, on termine un petit peu plus tôt aujourd'hui. Demain, on sera encore avec vous et jusqu'à vendredi. Merci d'être avec nous en direct de RHT, du ZCL, en direct de Canal 10. Bon appétit si vous êtes encore à table.